La Commission européenne qui vous a demandé de réfléchir parce qu'il y a vraiment urgence et péril en la demeure. Une étude américaine a considéré que l'ensemble des données européennes valait un montant de 315 milliards de dollars, l'ensemble des données concernant les citoyens européens. Ça peut donc être utilisé par les multinationales Amazon, Google, de manière en totale impunité. Que pouvez-vous proposer comme solution? On nous a demandé de faire des propositions pour précisément préserver, je ne dirais pas uniquement protéger, pour préserver ce patrimoine des Européens. Oui. Alors, est-ce que c'est 315 milliards, est-ce que c'est 500, est-ce que c'est 1000 milliards? Peu importe. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet espace aujourd'hui, l'espace numérique, nous créons les richesses de demain. On l'a dit tout à l'heure, c'était très clair dans votre petit reportage. Effectivement, lorsque vous allez acheter avec votre carte de crédit dans un supermarché des produits, lorsque vous commandez des films, de la musique, lorsque vous allez... donnez de vous-même, vous donnez des une trace, informations. vous laissez une trace numérique. Tout cela se fait à notre insu. C'est très différent pour que le téléspectateur comprenne des données que nous fournissons nous-mêmes sur les réseaux sociaux, les photos qu'on poste. Vous avez raison, on laisse une trace numérique. Et au fond, cette trace vaut cher. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a en fait plusieurs espaces qui aujourd'hui organisent notre vie. D'abord, évidemment, l'espace territorial. Bon, on l'a organisé, on a créé de la richesse. On a mis des règles de droit aussi. Puis ensuite, il y a eu l'espace maritime. Il a fallu l'organiser, également le partager, le réglementer au niveau international. Et puis ensuite, l'espace aérien. Et désormais, il y a l'espace informationnel. Ce quatrième espace, il faut effectivement désormais y mettre un certain nombre de règles. Ce qui veut dire que le numérique est un territoire à sanctuariser, en quelque sorte. C'est un territoire, effectivement. Alors, est-ce qu'il est à sanctuariser? Oui, non, il faut en tout cas l'organiser. Vous dites qu'il faudrait créer un espace Schengen du numérique. Oui, parce qu'en fait... C'est un vœu pieux. Comment fabriquer un Schengen virtuel? On l'a vu tout à l'heure. Vos données, les données que nous laissons, nous tous, les uns et les autres, volontairement ou involontairement, elles sont désormais stockées. Nous disons, nous, avec notamment le président de SAP, puisque nous co-dirigeons cette mission, effectivement, et faisons ces propositions conjointes, franco-allemandes, donc, nous disons deux choses. D'abord, il faut un corpus de règles assez simples, au fond, qui protège la vie privée. Ce qui veut dire quoi? Est-ce que le plus simple, après tout, puisqu'elles sont collectées à notre insu, ça ne serait pas de les interdire, d'interdire cette collecte d'informations? Non, parce qu'elles existent. Elles existent, d'autre part. Quelle est leur utilité à part une utilité commerciale? Elles peuvent être utiles. Elles peuvent être utiles parce qu'elles peuvent vous informer sur un certain nombre de choses. Elles peuvent vous dire, tiens, vous avez acheté tel livre, il y a tel autre livre qui pourrait vous intéresser. Elles peuvent être utiles. Elles peuvent être utiles aussi dans le cadre d'enquête sur la criminalité, elles peuvent être utiles, etc. ça c'est le Patriot Act, on verra dans un instant. Mais au fond, ces données, c'est notre trace numérique. Donc nous, ce que nous disons, c'est d'abord, il faut un corpus qui permette de les réglementer, en particulier savoir où sont ces données, qui les traite, et à qui on les vend, à qui éventuellement, qui peut y avoir accès. Est-ce que j'ai le droit également d'avoir un droit à l'oubli numérique? En d'autres termes, est-ce qu'au bout de quelques années, elles peuvent s'effacer? Et puis ensuite, il faut dire de façon très claire où elles sont traitées. Et c'est là où précisément ce Schengen, vous le voyez à l'écran en ce moment, quand je parle, ce Schengen, pourquoi? Ces données, elles sont stockées dans des gigantesques bases fermes de serveurs. Et nous disons une chose, nous disons qu'il faudrait simplement qu'on s'organise pour que les données des Européens soient stockées en Europe, traitées, et non pas aux États-Unis, processées en Europe, sur le territoire européen, qui l'accepterait. C'est pourquoi est-ce que ce débat-là, cette question-là, elle arrive en Europe que maintenant, alors qu'on sait que les États-Unis, la Chine, ça fait très longtemps qu'ils protègent les données de leurs citoyens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un petit peu de retard? Non, elles arrivent d'abord maintenant parce que c'est précisément, on suit de façon très précise l'avènement de cette nouvelle révolution qui est le cloud. Le cloud computing, c'est précisément ces gigantesques centres fermes de serveurs qui permettent donc de stocker, j'allais presque dire à l'infini, les données des uns des autres. C'est maintenant qu'on commence vraiment à rentrer en maturité. Donc le débat, il est à mon avis pertinent aujourd'hui. Mais attention, car encore une fois, ces données, c'est maintenant que certains peuvent s'en emparer ou pas. Donc c'est maintenant qu'il faut avoir ce débat. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'affaire Prism, avec le scandale de l'utilisation des données. Alors ça, c'est un autre sujet, bien entendu. Mais vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si j'osais, je vous rappellerai qu'il y a 30 ans exactement, quasiment jour pour jour, j'avais écrit un livre qui était un roman qui s'appelait Soft War, qui était la guerre douce précisément, la guerre des données, la guerre dans cet espace informationnel. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui et il est normal, encore une fois, que dans ce quatrième espace, eh bien, il y a aussi un certain nombre, comme tous les autres espaces, les trois autres, eh bien, il y a effectivement des rôles, des missions de surveillance, voire d'espionnage, voire aussi d'actes de guerre.